C'est ça la vraie folie de l'incident de Shibuya. Il y a tellement de personnages différents qui se retrouvent, tellement de factions même différentes avec Toji qui est en total électron libre, que voilà, il peut se ramener en plein milieu d'un combat et on ne sait pas du tout de quel côté il sera, mais c'est juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de Jujutsu Kaisen et plus précisément du drame de Shibuya, épisode 38 donc de tout Jujutsu Kaisen si vous suivez la série depuis le début, ou épisode 14 si vous parlez de la saison 2, un épisode qui se nomme Oscillation et surtout un épisode qui permet de mettre en place les échelles de puissance puisque ça fait déjà depuis plusieurs épisodes qu'on nous parle des exorcistes donc de classe 1, et à chaque fois, c'est ça qui est juste génial lors de cet épisode, bah bien sûr, on te parle encore une fois de Gojo Satoru depuis qu'il est parti, chacun des épisodes nous montre Gojo, et ça, c'est complètement dingue, et même qu'on te présente un personnage, c'est ça qui est fou, et c'est là où la narration, en fait, le fait qu'il y ait un narrateur qui te parle de tout ça, bah c'est extrêmement bien utilisé pour te mettre Gojo toujours au-dessus, on dit, ouais, ce mec, il est ultra rapide, c'est le plus rapide, hormis Gojo, bien sûr, ah, ce mec, sa technique, elle est super puissante, mais elle peut toucher tout le monde, hormis Gojo, bien sûr. Non, ça marche toujours extrêmement bien. Bien sûr, ce narrateur et cet épisode, il va se concentrer sur les classes 1 qui vont affronter des fléaux et on voit là la réelle difficulté de l'extension de territoire. Mais avant de parler de tout ça, je voulais vous parler, faire un petit point animation parce que ce qu'on a appris là et ce qu'on a pu voir aussi de l'épisode, je ne sais pas si vous l'avez apprécié ou non. Moi personnellement, je l'ai apprécié, mais c'est vrai que c'était peut-être en dessous de ce qu'on a eu depuis le début du drame de Shibuya. Et il y a un animateur qui a parlé, donc un animateur qui travaille avec Mappa sur Twitter et qui a révélé que en 2 semaines il avait 250 cuts à faire et c'est juste énorme en fait. C'est juste que c'est triste hein, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper bien de Jujutsu Kaisen. Malheureusement, même avec de la passion, j'espère qu'ils sont au moins très bien payés parce que tu vois, même si c'est pas possible, c'est très compliqué hein, ces histoires. Tout le monde veut avoir de la bonne qualité, que ce soit le diffuseur, l'ATO, donc ou Mappa qui donc produit l'animé. Et peut-être que Mappa a pris trop de gros projets dans un certain sens, hein, en prenant même Chainsaw Man et on a vu qu'il y aura un décalage pour le reste de Chainsaw Man. Mais voilà, ça engrange tellement d'acteurs que dire que c'est de la faute que d'une seule personne, c'est un petit peu compliqué, mais dans tous les cas, c'est assez compliqué par contre de dire que c'est de la faute des animateurs, parce que les animateurs, c'est vraiment ceux qui sont en bas de l'échelle et qui sont peut-être exploités dans le métier de l'animation, ou peut-être qu'il y a des gens encore plus exploités. Je m'y connais pas assez pour vous dire tout ça en détail. Enfin bref, voilà, peut-être que la version Blu-ray, elle sera meilleure. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a encore des gens qui achètent des Blu-ray. C'est vrai que c'est dommage. Je sais pas si les sites de stream comme Crunchyroll, ils mettent la version Blu-ray après. Je crois pas, mais c'est dommage. Parce qu'on a déjà pu voir des modifications quant à certains épisodes, comme l'épisode où Yuji se battait contre pas la menthe religieuse, donc la sauterelle, oui, je crois que c'était ça. Et bah, en fait, dans la version Blu-ray, c'était beaucoup plus clean. Et en plus, il n'y avait pas le ghosting parce que il y a tout cette chose qui est faite donc pour qu'il n'y ait pas de crise d'épilepsie. Bref, voilà, pour animation, vous avez apprécié ou non. Après, il y a des choix artistiques parce que je pense que ça relève même pas là de l'animation qui n'a pas eu le temps d'être finie, qui peuvent être discutables dans le sens où on va pas parler des mouvements et tout parce que ça, bien sûr, ça c'est par rapport autant que les animateurs ils ont eu, mais c'est vrai que rien que le choix des couleurs lors de l'extension de territoire de Dagon sur la plage, là, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué parce que c'est vrai, c'est un bleu tellement flashy, c'est des couleurs qui te tapent tellement dans la rétine que ouais, ça dénote un petit peu de ce qu'on a vu et en même temps, bah, vu qu'il se trouve dans une extension de territoire, bah, je me dis que en réalité ça a un certain sens. Enfin bref, voilà, ça y est, terminé pour parler de ça. Enfin ça y est, on n'en reparlera pas d'animation, sauf pour la technique du vieux, du chef du clan Zenin. Et donc, ce que je vous disais, c'est que c'est un épisode qui se concentre sur les classes 1, alors qu'on a vu Nanami et la différence de niveau fondamentale et abyssale qu'il y avait entre une Nobara et un Nanami. Donc là, on voit les classes 1 face
à des classes S en tant que fléau. Plus intéressant, et là on va plus loin dans cet épisode, c'est surtout en fait un épisode qui nous montre les extensions de territoire. Aussi bien face au fléau Variole, où donc Mei Mei elle va se battre face à lui, et déjà l'animation à ce niveau-là, et je trouve que la direction elle marche extrêmement bien, il y a vraiment ce côté macabre tout le long, et en même temps il se retrouve dans une sorte de cimetière. Il y a des images qu'il n'y a pas dans le manga, tu vois, quand elle se demande oui, est-ce que je sacrifie mon petit frère, tu vois pas des images de lui complètement mort et tout, et ça fait que je trouve que l'ambiance est tellement bien retranscrite, c'est vraiment meilleur que dans le manga. Le combat de Mei Mei est juste magnifique, et c'est là où justement on va découvrir que son petit frère est là pour utiliser des territoires simplifiés, les territoires des faibles, ceux qui existent donc pour résister aux extensions de territoire, parce qu'il faut bien comprendre, et je pense qu'on le voit lors de cet épisode, qu'il y a une différence aussi abyssale, mais vraiment là, entre un exorciste qui a une extension de territoire et un exorciste qui n'a pas d'extension de territoire. Une extension de territoire, c'est utiliser son sort, mais carrément le libérer dans l'espace, en fait, se créer un espace avec son sort. Ça demande l'utilisation d'un sort de barrière dans lequel on infuse notre propre sort. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais après, ceux qui ont une extension de territoire atteignent totalement un autre niveau. Et c'est pour ça que voir Mei Mei combattre grâce à son petit frère, ça marche bien, parce que tu vois qu'elle doit deviner un petit peu la technique de l'autre, les conditions, elle essaye de faire en sorte que son frère survive, et même, en fait, c'est super intéressant, le serment qu'elle utilise avec ses corbeaux, puisqu'elle dit que les meilleurs serments, en fait, pour augmenter son niveau le plus rapidement possible, c'est bien sûr les serments sur une propre vie, et c'est pour ça qu'elle envoie ses corbeaux mourir, d'où sa phrase fétiche, est-ce que tu veux mourir pour moi? Et c'est ce qu'aura fait même Yuta, et c'est comme ça qu'il aura réussi à battre un Geto qui n'avait pas toute sa puissance, je me rappelle, parce qu'il avait lâché déjà des fléaux, donc pour occuper un petit peu les exorcistes à Kyoto, je crois, voilà, et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir par Yuta qui avait offert sa vie, normalement. Donc voilà, déjà, ça, le serment, ça peut être une solution pour augmenter énormément son niveau. Et même elle a trouvé la faille en faisant un serment par rapport à ces oiseaux qui meurent à chaque impact. Et il n'y a que Gojo qui a résisté à ça, ou il pourrait résister à ça. Enfin, c'est complètement fou. Bien sûr, et elle va se retrouver face à Geto. Voilà, ok, elle a réussi à gérer l'extension de territoire avec un territoire simplifié, sauf que du côté de l'autre groupe qu'on va suivre, donc avec Naobito, chef du clan Zenin, Maki et notre très cher Nanami, toujours autant la classe dès qu'il marche. Franchement, il a vraiment la classe. Ce mec pue la classe. Et lorsqu'ils vont se retrouver face à cette pieuvre, on va voir la différence de niveau avec des réels classe 1, bien sûr. Naobito, le chef du clan Zenin, qui a un pouvoir un petit peu particulier, en fait, 24 FPS. Voilà, diviser l'animation. Petite critique aussi sur les 60 FPS actuellement dans le monde de l'animation. Après, voilà, on en profite. Hein. Autant parler du sujet, mais c'est vrai que c'est une technique d'exorcisme assez particulière. En vrai, c'est vrai que c'est très chelou. L'exorcisme, en soi, théoriquement, c'était des choses un petit peu plus simples qu'on avait vues jusqu'alors, enfin plus simples ou même plus traditionnelles. Quand on pensait à exorcisme, on pense au vaudou, hein, tout simplement, et bah, Nobara, elle faisait ça, mais personne ne pense aux 24 FPS, sauf si t'es en mytho, parce que, ouais, tu peux pas me la faire à moi, d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne secondaire où on parle juste tranquillement. Voilà, donc sa technique, c'est simple en fait, il ne faut pas trop se prendre la tête à essayer de comprendre toutes les spécificités, enfin sauf si on veut aller dans des grosses théories, mais essayez juste de retenir donc qu'il décompose son mouvement d'une seconde en 24 images, donc il doit se créer une trajectoire, mais ce qui lui permet d'être extrêmement rapide en fait. Sauf que cette trajectoire, elle ne peut pas être changée. Donc s'il décide de foncer à droite et qu'il y a un mec qui pose un caillou, bah, normalement, tu vois, il peut se le prendre. Donc il est tellement rapide que, voilà, ça ne lui arrive pas. Le chef du clan Zenin a un sort qui le rend hyper puissant physiquement. Et le plus rapide des exorcismes, hormis Gojo. Encore une fois, hormis Gojo. À chaque fois qu'on parle de puissance, on dit tout le temps hormis Gojo. C'est la règle dans Jujutsu Kaisen. Donc, voilà, il peut aussi l'utiliser sur les adversaires qu'il a, donc Dagon et ses mouvements, ils sont décomposés en 24 images aussi par seconde, mais il faut qu'ils comprennent ça pour pouvoir donc essayer de s'en sortir, ce qui est assez compliqué, parce que même quand tu comprends le truc, alors ça a l'air déjà assez compliqué, voilà, il va commencer à réussir à le gérer, la scène est juste
hyper classe en fait, voir plusieurs exorcistes tabasser un seul mec, c'est ça qui est fou dans Jujutsu Kaisen, c'est que dans la rue, on te dit que tu es faible si tu te ramènes à 50 contre un mec, mais dans Jujutsu Kaisen, c'est toujours magnifique, quand tu vois 2 mecs tabasser un gars, bah oui, ça c'est les meilleurs moments de Jujutsu, et là ils étaient à 3 pour tenter justement de l'empêcher d'utiliser des sorts, Dagon, parce que c'est un fléau de classe S. Il fait partie donc de ce groupe avec Jogo Hanami, il semble tenir à Hanami, et Hanami est morte, oui, c'est une femelle fléau. Donc voilà, il a une puissance quand même équivalente et qui semble même monstrueuse en fait en termes d'énergie occulte, il n'y a rien à voir et c'est là où on regrette d'autant plus Gojo Satoru, c'est qu'on voit que les fléaux en fait, mais ils sont ingérables, quand il n'y a pas Gojo, mais c'est n'importe quoi, en fait il faut trouver des failles, des techniques, des moyens à chaque fois pour les combattre, parce que Gojo il était juste à un niveau supérieur, et je vous rappellerai que même durant son flashback on le voyait petit, on a dit que ça a bouleversé l'équilibre du monde quand Gojo Satoru est arrivé, et quand il est arrivé, même les fléaux sont devenus plus forts. Donc c'est pas juste remettre le monde à sa base là qui s'est passé en enlevant Gojo, c'est vraiment rebouleverser l'équilibre. Et dans le mauvais sens. Enfin, si t'es du côté des exorcistes, ça se trouve que t'es du côté de cette pieuvre qui a craché des squelettes. Ah, moi, je ne juge pas. Bref, donc ils l'assailleront de coups à 3. Et malheureusement, ça ne va pas marcher puisqu'il réussira à faire et former son extension de territoire, pas avec ses mains, mais on dirait avec ses organes à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une plage qu'on peut retrouver dans la saison 1, parce que si vous tapez même ghetto, image sur Google, Jujutsu Kaisen, vous verrez que parfois il se retrouvait à la plage et en fait, voilà, c'était peut-être un foreshadowing de l'extension de territoire de Dagon qui est donc capable d'invoquer des Shikigami à l'intérieur de son territoire, un territoire en plus garanti de toucher l'ennemi, c'est là où c'est assez compliqué, c'est que les poissons ils apparaissent vraiment devant eux et ça va être terrible. Terrible, vraiment, cet épisode, il te montre que ça. Mei Mei qui trouve un moyen en sacrifiant son petit frère donc pour survivre. Et eux, là, ils sont en pleine galère. Nanami et Maki, ils se font croquer de partout. Et même Naobito, en vrai, heureusement qu'il a donc un genre de territoire simplifié, on va dire ça comme ça, avec la pluie de pétales et pris. Cette technique est utilisée et enseignée donc dans les grands clans d'exorcistes. Donc en théorie, Gojo il pourrait le faire, et peut-être Kamo aussi, Noritoshi Kamo, si vous vous souvenez pas de c'est qui, bah l'autre mec qui manipulait le sang avec les yeux très très bridés. J'aurais pas dû faire ce move, j'aurais pas dû faire ce move. Ah, il y a des choses qu'il faut pas faire sur internet. Mais c'était pas... Bon, enfin bref, disons que c'est une erreur de ma part. Et donc, grâce à ça, il peut réussir à résister à l'extension de territoire de Dagon. Ça se voit vraiment que c'est le chef du clan Zenin, parce que même Dagon, le gros poulpe, bah, il va le remarquer directement que voilà, il va envoyer 70% de ses Shikigami sur lui pour le gérer, puis il va aussi le tabasser. D'ailleurs, en parlant de Dagon, j'ai oublié de parler du fait qu'il a évolué lors de ce combat, parce que voilà, il y a une forme larvaire, entre guillemets, pour... Donc les fléaux, pour qu'ils évoluent, c'est ce qu'on avait vu aussi dans la première saison dans la prison. Donc il y a des sortes d'embryons, puis ils naissent véritablement, et voilà, enfin bref, voilà, il y a une évolution. Peut-être qu'il y aura un jeu Pokémon fléau un jour, Jujutsu Kaisen, ce sera complètement fou, et je pense que ça va pas marcher, ou sait-on jamais, peut-être que ça marcherait. Bref, donc là, il n'arrive pas à gérer l'extension de territoire, et alors que Mei Mei a son petit frère, c'est grâce à l'intervention de Megumi, et ça fait tellement plaisir de voir Megumi sortir de nulle part. Vraiment, parce que c'est ça qu'on apprécie, et qui est fou avec l'incident de Shibuya, le drame de Shibuya, si je préfère. C'est qu'il y a tellement de personnes en jeu que, d'un moment à l'autre, il y a une personne qui peut popper pour te sauver ou pour pas te sauver. Et là, le Megumi, heureusement qu'il est arrivé. Bien sûr, lui, il maîtrise l'extension de territoire plus ou moins, il ne sait pas réellement faire une extension de territoire complète, comme il l'aura expliqué à la fin de la saison 1, mais ça lui permet au moins de pouvoir donc rentrer dans un combat de territoire où il a son territoire dans une certaine partie. C'est facile de rentrer dans une extension, comme Yuji l'aura montré, en sortir c'est plus compliqué, et donc vu qu'il est en plein combat de territoire, alors Nanami va le protéger, oui ça c'est magnifique, parce que Dagon, ses attaques, elles touchent plus automatiquement, c'est ça qui se passe quand il y a un combat de territoire.
Et surtout, Megumi demandera à tout le monde donc de s'enfuir. Et il est prêt à se sacrifier à ce moment précis. Et ce qui est fou, et ce qui est fort dans Jujutsu Kaisen, c'est que Nanami, il va pas hésiter. Il va dire à tout le monde, venez vite, on se regroupe, on s'arrache, tout de suite. Et il a raison. T'as l'impression que c'est les darons au parc, tu sais, qui sont en retard. Philippe, rentre. Ouais, bon. Enfin, c'était n'importe quoi à ce moment. Bref. Donc là, ils ont directement foncé, ils ont directement écouté Nanami, comme quoi les exorcistes doivent aussi avoir confiance en leurs camarades. Il y avait peu de solutions, Megumi était prêt à se sacrifier quand même, parce qu'on va pas se mentir. Est-ce qu'il aurait résisté à l'intérieur de l'extension de territoire? Je ne pense pas, et c'est en cette fin d'épisode qu'on voit arriver Toji Fushiguro ou Zenin, c'est comme vous voulez. Bref, il va donc rentrer à l'intérieur de cette extension de territoire par cette ouverture. Voilà, c'est ce qu'il semble être. Et c'est complètement fou. Le mec, il a l'air de kiffer sa vie. Il est heureux. Il est limite en train de danser quand il arrive. Alors que tout le monde est sous pression. Et c'est ça qui est juste génial avec le personnage de Toji. Le mec est déjà mort. On sait même pas s'il a encore toute sa tête. On sait même pas qui il veut attaquer. Mais il est rentré comme ça. Ça se trouve, il croyait que c'était juste une plage. Mais au moins, il y est. Ce qui est d'autant plus mystérieux que, voilà, il y a des ennemis. Le prochain épisode promet par sa présence, et c'est ça qui est fou en fait. Vraiment, retenez-le, c'est que, en fait, on te montre Mei Mei qui galère avec une extension de territoire. On te montre aussi, donc, Naobito, Nanami, Maki qui sont en train de galérer dans l'extension de territoire. D'ailleurs, Maki qui a eu son arme de la part de Megumi, parce que Megumi stocke des armes dans son ombre, donc pour les passer à Maki. Tu vois, la famille Zenin entre eux, voilà, tu vois, c'est toujours... ils font passer le sang avant, désolé, mais j'ai jamais vu Megumi sortir une arme pour Yuji. Bref, donc, on les a vus tous galérer contre une extension de territoire, et t'as Toji, mais qui rentre à l'intérieur, et on ne sait même pas ce qu'il fout. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est Toji, monsieur. Oui. Et c'est ça qui va faire l'épisode de la semaine prochaine. Bah voilà, moi, globalement, j'ai trouvé l'épisode bon. La suite sera encore meilleur. On est vraiment dans le cœur de l'incident de Shibuya. Vraiment, on n'est plus du tout au début où on se battait contre des sauterelles. Non, là, c'est les réels ennemis, les fléaux de classe S, de réels gros combats, ou même s'il y a 2 classes 1, même si t'as Maki avec, mais c'est rien du tout. Il faut un Megumi qui se ramène en plus. Ils étaient à 4, juste pour essayer de pas tous mourir. C'était même pas pour gagner. C'est fou. Bon, après, leur plan, c'était aussi que Dagon, il ne puisse pas réutiliser une extension de territoire juste après, comme le ferait Gojo, parce que Gojo, c'est Gojo, tu vois. Mais normalement, tu utilises juste une extension. Donc, si tu arrives à t'en enfuir, enfin, t'enfuir dans une extension de territoire, ouais, ça peut marcher. Enfin, bref. Voilà, reste à voir de quel côté sera Toji Fushiguro, le tueur d'exorcistes qui aura été pour l'instant à Shibuya, plus le tueur du 3e âge, le tueur de Mami, malheureusement le tueur d'EHPAD, voilà, on va dire ça comme ça, l'homme qui rentre dans les EHPAD et qui... on va s'arrêter là. Bref, faites très attention à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et surtout, paix sur vous. My best friend!